va parler du terrain, on va parler des acteurs de l'innovation organique qui se battent tous les jours pour résoudre les problèmes fondamentaux. Alors, cette plénière de démarrage, si vous voulez, elle se veut la traduction concrète du pouvoir des startups en Méditerranée, en Afrique et au niveau global, dans tous les secteurs, dans la santé, dans l'énergie, dans l'éducation. Et je vais vous demander d'accueillir nos panélistes qui vont prendre la parole pour témoigner sans filtre de leur quotidien, de leurs difficultés. Et pour ça, je vous demande d'accueillir Monsieur Isaïe, le fondateur d'Eyetelo, qui vient de Kinshasa, République démocratique du Congo. Monsieur Youssouf Ali Mbodou, qui vient du Tchad, fondateur de Kouranjabo. Madame Corinne Maurice Ouattara, fondatrice de Passe Mousso, qui vient d'Abidjan. Yaya Kone, fondateur de Koliba, qui vient lui aussi d'Abidjan. Et elle va bientôt s'afficher à l'écran, Madame Mariam Khan, cofondatrice d'Adina Rimtik, qui va représenter là aussi la Mauritanie, parce qu'on veut garder ce lien avec le sommet des deux rives. Installez-vous. On va vérifier que les micros marchent. Le micro fonctionne. On va commencer avec vous, Corinne. Est-ce que vous pouvez rapidement présenter votre start-up, parce que vous résolvez un problème important en termes de santé maternelle et infantile. Comment vous est venue cette volonté de résoudre ce problème et de mettre fin au drame de la mortalité infantile et maternelle? Votre histoire, comment ça commence? Alors bonjour et merci de me permettre de m'exprimer ici. Alors moi, ma start-up Passe Santé est venue pour pouvoir résoudre un problème. Alors, il y a une difficulté à prendre en charge une personne qui se rend dans un centre de santé dont on n'a aucune information. Et je pense que pour les médecins, ce n'est pas un fait nouveau. Ça a créé de nombreux décès. Et en 2014, il y a eu un événement fort malheureux qui s'est produit à Abidjan quand un jeune mannequin de 24 ans est décédé parce que l'équipe médicale n'avait pas assez d'informations. Et moi-même, étant toute jeune, j'avais ce qu'on appelle l'épilepsie partielle, donc je tombais très souvent sans convulser. Et donc déjà, j'avais du mal à savoir ce que j'avais réellement. Il fallait me faire accompagner dans les écoles, dans les classes, ou tout ce que je faisais. Et il fallait forcément quelqu'un auprès de moi pour communiquer. Alors du coup, je me suis dit, il fallait quelque chose qui puisse parler pour nous, quand on est dans les possibilités de parler. Ou encore, quand on se rend dans un centre de santé, il faudrait que l'information soit disponible pour que l'équipe médicale puisse nous prendre en charge facilement. Donc c'est de là qu'est parti le déclic du Passe Santé. Aujourd'hui, combien de vies vous avez impactées? Alors aujourd'hui, notre plateforme, c'est pas beaucoup, c'est juste 15 000 personnes. C'est pas beaucoup, 15 000 personnes? Oui, c'est pas beaucoup parce que c'est pas évident. On aurait pu avoir beaucoup plus, mais c'est maintenant que voilà, on commence à impacter véritablement les gens. Alors en termes de témoignages, on a eu beaucoup. Je peux dire que récemment, on a eu une trentaine de personnes. Et là où on est le plus fier, c'est d'avoir sauvé une jeune dame qui avait un problème cardiaque. Et donc, je pense qu'elle nous a appelés pensant qu'on était un call center. Et on a pu appeler les SAMU grâce aux informations dont on disposait. Donc, pour nous, c'est une véritable fierté de savoir que grâce à notre plateforme, on peut sauver des vies également. Merci. Merci, Corinne. On l'applaudit. Merci, Corinne. Youssouf, ton histoire. Bonjour à tous, merci pour l'honneur, merci pour l'invitation Samir encore une fois de plus. Alors Kouranjabo, nous ce qu'on essaie de faire c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes à faible revenu, surtout côté électricité. Et au Tchad il y en a beaucoup. Il faut dire que le Tchad a les taux d'électrification les plus bas au monde, avec seulement 6,4% de la population a accès à l'électricité sur 15 millions de personnes. Ce qui veut dire que plus de 90% de la population n'a pas accès encore à l'électricité. Et le Tchad, c'est le pays qui fait le plus chaud. Un potentiel énorme.
Et nous, quand on était enfants, on n'avait pas souvent accès à l'électricité, bien qu'on faisait partie de ceux qui sont privilégiés parce qu'on vit dans la capitale, avec des coupures récurrentes, mais des fois, quand même, on a accès à l'électricité. Mais cette situation, bien des années, n'a pas changé pour beaucoup de personnes. Mais on s'est dit, la technologie a évolué, la technologie, en fait, au niveau solaire a évolué, mais personne n'essaie de faire quelque chose. Donc, on s'est dit peut-être que c'est notre responsabilité à nous de faire quelque chose. Par exemple, quand moi j'étais jeune, j'ai bien, par exemple, voulu que quelqu'un le fasse pour moi. Ça me permettrait de réviser la nuit, ça va faciliter des choses. C'est des solutions assez simples, mais qui peuvent quand même changer la vie d'une personne. On s'est dit, mais nous, peut-être que voilà, c'est notre responsabilité à nous de le faire. Et c'est comme ça qu'on se réunit. On a adopté donc des solutions de kits solaires. C'est des petites capacités qui vont de 4 à 15 watts. Et c'est des solutions d'éclairage. Vous avez 3 à 4 lampes d'éclairage dans chaque chambre, mais aussi la possibilité de charger des téléphones portables. Il faut dire que ceux qui vivent dans des zones reculées, rien que pour des solutions d'éclairage, ils utilisaient des alternatives comme des lampes à kérosène ou des bougies, mais souvent aussi qui dépensent énormément en fait, à peu près de 50% de leur revenu. Quelqu'un qui gagne 5 € par jour, et rien que pour des solutions d'éclairage et charger son téléphone portable qui va dépenser 10 €. Donc c'est énormément beaucoup d'argent, on ne se rend pas compte. Mais on s'est dit l'argent qu'ils doivent utiliser pour dépenser dans des solutions à faibles alternatives, pourquoi ne pas l'investir? Donc on a mis un système de paiement échelonné où les gens peuvent payer à 50 centimes la journée, mais seulement au bout de 6 mois. Donc c'est un investissement qu'ils les font et nous on les aide dans ça. Donc c'est aussi une solution d'inclusion financière qu'on a mis en place. Et actuellement, quand on a commencé, c'est en 2018. On ne savait pas comment aller faire, mais tout ce qu'on savait, c'est que vraiment, on a envie de résoudre quelque chose. Il y a un problème, on a envie vraiment d'aller voir ces gens-là et leur apporter des solutions. Et là, aujourd'hui, quand on a commencé de 2018 jusqu'à là, voilà, de N'Djamena à Marseille, on a pas mal de soutien, des gens qui nous appuient, mais aussi on a formé une communauté avec des gens avec qui on a apporté des solutions, qui sont là à nous aider aussi, qui témoignent en fait quand on les appelle. Est-ce que vous avez... Est-ce que ça apporte quelque chose dans votre vie? Ils disent oui, mais vraiment ce que vous avez fait, souvent plus de 80% de nos utilisateurs, ce sont des gens qui n'ont jamais eu accès à l'énergie, qui n'ont jamais expérimenté c'est quoi le fait d'avoir l'électricité sous son toit. Et là, pour nous, quand on appelle des gens et nous disent que voilà ce que vous avez fait, quand même c'est important pour nous, ça nous donne la motivation et la force de pouvoir continuer malgré que c'est difficile. Donc c'est ça aussi un peu la vision de Courant Diabo, c'est vraiment d'apporter quand même, de contribuer et pour améliorer la vie des personnes à faible revenu au Tchad. Merci. Et aujourd'hui, Courant Diabo et Youssouf sont en recherche active d'investisseurs. Ils ont lancé une campagne de crowdfunding, ils sont venus ici à Marseille. Youssouf est venu à Marseille pour rencontrer des investisseurs, pour rencontrer des partenaires. Il a participé au programme Social Business Camp. Quels sont tes besoins aujourd'hui? Est-ce que tu as un appel à passer, à lancer aux investisseurs? Alors, un appel, c'est que ces combats, en fait, ce n'est pas seulement le nôtre. L'amélioration des conditions de vie, l'humanité, c'est tout le monde. Et si cela vous interpelle, on est prêt, en fait. On est à la recherche de personnes qui peuvent nous aider, des investisseurs, des mentors. En tout cas, on est à la recherche. Actuellement, il faut dire que c'est 4 personnes qui travaillent sur le projet Courant Diabo, 3 personnes qui travaillent à plein temps, qui ne gagnent pas de salaire, une personne qui contribue à temps partiel, qui nous aide depuis Paris. Donc, on a besoin, en fait, toutes sortes de ressources, non seulement financières, mais si vous avez des réseaux, vous avez des mentors, comme Samir, on nous a aussi pas mal aidé avec Startup Bricks depuis le début de notre aventure. Il a écrit des articles pour nous. Actuellement, il nous a aussi contribué pour qu'on soit là, parce que c'était dans des conditions difficiles où on a fait le voyage pour participer aussi à CBC. Il a dit non, t'inquiète pas, il faut venir, moi je vais t'aider, je vais te prendre quand même, je vais te financer à 50%, et merci pour ça, Samir. Donc on est à la recherche de toute personne qui peut quand même nous aider, nous apporter en fait son réseau, son expertise dans ces domaines-là. On est toujours à la recherche des mentors. Donc, s'il y a des gens qui ont assez de capitaux, on a lancé une campagne de crowdfunding. L'objectif, on vise en fait à 5 000 €, mais c'est quand même 120 kits qui pourra quand même aider des gens, 120 familles à avoir quand même accès à l'électricité. Donc, vous pouvez contribuer aussi sur ça. Vous pouvez me voir à la fin et vous donner les liens pour contribuer. Le site, c'est Fiatop. Fiatop.com.
c'est F-I-A-T. Donc, c'est Fiatop. Donc, top, c'est O-P et .com. Merci. Merci à vous. Merci, Youssouf. Bah, à la fin de la plénière, allez tous le voir. Yaya? Bon, alors, Yaya, on se connaît depuis... Bah, je crois que quand on s'est connus, tu venais d'avoir l'idée. C'est ça. On s'est rencontrés à Lagos, au Nigeria. Exactement. Et aujourd'hui, Koliba, c'est une start-up en forte croissance dont l'objectif est de dépolluer Abidjan. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Ok, donc merci Karim. Je pense que ça fait à peu près 5 ans qu'on se connaît. Et pour passage, Karim, Samy a été la première personne qui a fait le premier article donc, sur mon projet jusqu'en 2015 au Nigeria. Moi, je pense que j'ai décidé d'être sur une thématique donc, qui est vraiment inhérente à toutes les grandes villes urbaines, pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, mais celui de la gestion de déchets et surtout les déchets plastiques. C'est vraiment un enjeu majeur donc, pour le continent. Et la solution qu'on a mis en place, c'est justement donc, une application pour dématérialiser en fait, la collecte des déchets. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'un pays, donc la Côte d'Ivoire, on produit à peu près 5 millions de tonnes de déchets par an. Et on s'est vite rendu compte que 90% de ces déchets-là n'étaient pas recyclés parce qu'on n'avait pas de centre de tri, etc. Donc, on a fait le pari donc, de mettre en place une application qui collecte, enfin, qui relie les ménages donc, à des collecteurs qu'on va former parce que c'est un écosystème qui est quasi informel. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de former des collecteurs pour récupérer des bouteilles plastiques parce que généralement, en Afrique, quand on est collecteur de bouteilles, on s'est dit que ce n'est pas un métier valorisant. Donc, nous, on a fait l'inverse. Donc, on a décidé de payer ces collecteurs au SMIC en les faisant monter en compétences. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 200 collecteurs depuis maintenant 2 ans. Donc, la plateforme permet aux ménages de faire le tri sélectif donc, des déchets. Et l'idée qu'on a mis en place, c'est justement de pouvoir permettre aux ménages de gagner des points donc on travaille avec un opérateur tel qu'en Côte d'Ivoire. Donc, en 2017, on a ouvert un centre de tri. Et l'année dernière, donc, on a ouvert la première usine de recyclage donc, de PET où on produit des granulés. Donc, en moyenne, aujourd'hui, c'est 40 tonnes qu'on produit par an. Et l'idée en 2020, c'est vraiment de monter en compétence, de passer de 40 tonnes à 300 tonnes par an. En fait, tu as remplacé une défaillance de l'État. C'est ça. Tu as décidé toi-même de résoudre un problème que l'État ne pouvait plus résoudre. Alors, je pense que la gestion de déchets, c'est vrai que c'est une thématique qui fait partie des stratégies du pouvoir public, mais on s'est rendu compte que seul le pouvoir public ne pouvait pas justement arriver à gérer ces problèmes. Donc, il faut des initiatives privées donc, pour contribuer justement à l'effort du pouvoir public pour pouvoir justement mettre en place une solution optimum de gestion de déchets. Les prochaines étapes? La prochaine étape, aujourd'hui, donc on a une usine qui fait à peu près 800 mètres carrés. Donc la prochaine étape, c'est partir sur une usine d'à peu près 3000 mètres carrés. Donc ça demande beaucoup d'investissement, surtout en CAPEX. C'est pour ça qu'on est là. Un bon entendeur, voilà. Ça, c'est du projet, c'est du sérieux là. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et puis, bon, ben, nous, on recherche également des capitaux pour monter en compétences. Donc un projet, 2 projets. S'il y a des investisseurs, c'est le moment de se positionner. Merci Yaya, on l'applaudit. Donc ça vous donne une idée un peu du courage qu'il faut pour faire bouger les lignes en Afrique par rapport à tous ces problèmes fondamentaux qui s'empilent. Et c'est l'innovation qui peut faire bouger les lignes. Merci. On les applaudit encore. Isaïe, alors toi, ton histoire. Alors lui, je le suis aussi. T'en as connu des galères. Et pourtant, tu es là, tu es venu et tu as réussi à monétiser ta solution. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? D'accord, merci beaucoup Samir, une fois de plus. Je suis très heureux d'être ici. Bonjour tout le monde. Je suis Esaïe, je viens de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je travaille dans l'éducation. Je développe des solutions pour aider le gouvernement à être capable de faire le monitoring des systèmes éducatifs avec l'objectif de garantir la qualité de l'éducation. Tout est parti d'une expérience assez personnelle. Je viens d'une famille assez modeste où j'avais beaucoup de difficultés à aller à l'école, la scolarité est payante. En 2008, je me retrouve à l'université et je devais participer à un concours de Microsoft, Imagine Cup, où Microsoft invite tous les étudiants du monde à imaginer comment la technologie peut aider à résoudre les plus grands défis qui menacent l'humanité.
j'ai participé au concours et je suis arrivé jusqu'à la phase finale. Il fallait venir ici en France, à Paris. Et j'ai gagné le concours dans ma catégorie où j'avais mis une solution qui permet de gérer les déchets ménagers et évaluer les risques sanitaires liés à la présence des déchets non évacués. C'était vraiment un miracle pour moi déjà de quitter Kinshasa, de prendre l'avion, d'arriver ici, en France. Je rentre au pays, j'ai eu mon premier boulot sans demander parce qu'après une présentation pareille, quelqu'un m'a proposé d'aller travailler chez lui. J'avais un salaire autour de $500 à l'époque. C'était beaucoup pour moi. J'étais encore étudiant, j'étais en famille. Et c'était énorme. Et du coup, je me suis rendu compte, la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est juste l'éducation. De former des personnes et ça permet de changer de vie. Et du coup, je me suis dit, au-delà de tous les moyens qui sont mobilisés, à l'époque, on parlait des objectifs des millénaires 2015 où il fallait garantir l'accès à l'éducation à tous. Je disais que ce n'était pas suffisant. Il ne suffit pas d'envoyer les enfants à l'école. Mais il faut se rassurer qu'il y a une qualité qui suive. Ces enfants-là sont bien formés. Ils ont effectivement la capacité pour être en mesure d'être utiles, mais aussi de transformer leur vie. Du coup, je me suis dit que je devrais mettre en place une solution qui allait donner la possibilité aux différents acteurs de l'éducation. Ça veut dire les parents d'élèves en premier, les ministères de l'éducation, les écoles, mais aussi les bailleurs de fonds, d'être capables de suivre au quotidien, d'être en mesure de faire les analyses qualitatives pour se rassurer de la qualité de l'éducation. D'où j'ai mis en place un système de gestion intégrée qui permet de numériser les processus de gestion scolaire, de connecter les écoles et enfin d'avoir une base de données nationale qui peut aider le gouvernement à faire les analyses qualitatives au-delà de statistiques qui sont basées sur les papiers de plus en plus volumineux. Mais en même temps, au quotidien, je permets aux parents de se connecter à travers leur téléphone, de suivre aussi l'évolution, la vie scolaire de leurs enfants. Du coup, depuis 2016 que j'ai lancé la plateforme, j'ai connecté 18 écoles. La solution à un business, à un modèle économique tel que les parents payent la souscription pour suivre la scolarité de l'enfant. La plateforme est offerte aux écoles. Nous faisons face à deux difficultés. Les écoles n'ont pas des ordinateurs. Il faut des équipements pour que ça marche. L'Internet n'est pas partout. Nous avons pensé à des solutions pour contourner ces problèmes afin de connecter toutes les écoles. Il faut proposer la solution avec les matériels. Donc, un kit complet hardware et software. D'où on a besoin d'un investissement pour monter ces kits. Pour l'Internet, nous avons trouvé une solution avec les opérateurs de télécommunications. Nous avons la possibilité aujourd'hui de passer par les réseaux de télécommunications pour faire les data sans avoir besoin forcément de l'Internet. Et ça nous permet de déployer la solution sur l'étendue nationale. Sur ce que nous percevons comme souscription des parents, l'année passée, nous avons fait $18 000 américains. Cette année, nous attendons $45 000. Et notre objectif est de passer à l'échelle, de couvrir au moins 100 écoles. Pour équiper les écoles, mais assurer aussi les opérations de déploiement, nous avons besoin d'un investissement autour de $800 000 avec la souscription des 5 000 parents que nous allons avoir à la plateforme. Ça va nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires de 2 millions américains. Et nous pensons que au-delà des chiffres que je suis en train de lancer, cela va impacter sur la qualité de l'éducation en RDC. Aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen pour accéder aux données des écoles, aux données sur l'éducation. Toutes les statistiques sont basées sur des papiers très volumineux auxquels on n'a pas de traçabilité, on n'a aucune garantie sur la qualité de toutes ces informations qui sont produites. Et si aujourd'hui nous dotons la RDC, mais aussi d'autres pays africains, des systèmes d'information capables de faciliter les analyses qualitatives, ça va nous permettre de garantir la qualité d'éducation au-delà du fait que nous envoyons déjà les enfants à l'école. Merci. Merci. Voilà, ça ce sont des histoires concrètes qu'il faut relayer et qui peuvent vraiment avoir un impact concret sur la vie du quotidien. Quel est ton besoin aujourd'hui? Si tu veux faire passer un message et relayer ça sur Twitter, il y a le hashtag EV2019. Quel est le message que tu veux faire passer aujourd'hui? Quels sont tes besoins?
Oui, je venais de le dire. Donc, le besoin, c'est d'avoir des partenaires, des personnes capables de s'associer à nous, de se joindre à nous pour nous aider à déployer la solution sur l'ensemble des territoires nationaux, mais aussi, pourquoi pas, dans d'autres pays. Et cela nous conduit à être à mesure de monter les kits complets, software, hardware, et il faut un investissement. Et par rapport à notre objectif immédiat de connecter sans école, nous avons besoin d'une somme de 800 000 $ américains. 800 000 $, voilà. Twitter, il faut relayer. Hashtag EV2019. Avant de passer la parole à Mariam, je veux qu'on salue les officiels et les personnalités qui nous ont rejoints. Donc, Monsieur le ministre du Niger, Monsieur Zadissou, qui va intervenir un peu plus tard. Bon, désolé pour les embouteillages, c'est le 5 décembre, mais c'est déjà plein. Voilà, on est plus fort que la grève. Monsieur Sami Agli, président du Forum des chefs d'entreprise, qui mène la délégation Algérie. Monsieur Taleb, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi de Mauritanie, on le salue. Et je crois que le ministre de Guinée, lui, il s'est pris les embouteillages, mais il va arriver, il est en route, ne vous en faites pas. Mariam, tu es la cofondatrice de l'incubateur Adina Rimtik. Quelle est aujourd'hui la mission de cet incubateur pour accompagner ces entrepreneurs sur le terrain en Mauritanie? Bonjour à tous. Avant de répondre à ta question, non, ça fait sens d'entendre tous ces entrepreneurs. On accompagne beaucoup d'entrepreneurs de ce type en Mauritanie qui rencontrent les mêmes difficultés. Et comme tu l'as dit dans le titre, ça vient vraiment de l'innovation organique, comme tu dis. C'est des gens qui ont rencontré des problèmes personnellement, leur famille, leur entourage, et qui décident de faire quelque chose pour répondre à cette problématique-là. Donc, juste pour brosser un peu ce que nous, on fait à Adina, et en tout cas plus les PME qu'on accompagne, nous avons des entreprises, Adina et d'autres acteurs de l'écosystème, je parle plus des startups de manière générale en Mauritanie. Nous avons Smart Trash qui est là aujourd'hui, qui fait de la gestion électronique de déchets. Nous avons Dado VDP qui fait de la récupération, collecte de plastique pour en faire des briques et des pavés. Nous avons Tougue qui est là aujourd'hui aussi, qui fait soit du cosmétique d'une part, mais ce qui l'amène aujourd'hui ici, c'est de faire des produits à base de Tougue et une plante mauritanienne qui s'appelle Tifa pour faire des produits d'aliments de bétail. Nous savons que nous sommes un pays agropastoral. Nous avons d'autres qui sont aussi dans la santé, de solutions de télémédecine qui s'appellent Yata, etc., etc. Donc nous avons beaucoup d'entreprises un peu comme vous et qui font face aux mêmes défis. Et la vraie problématique et pourquoi l'incubateur est important ou toutes les structures d'accompagnement, c'est de les aider à un peu sortir de cette vision très terrain, très passionnée et rendre cette opportunité de business déjà pérenne et durable. Parce que malgré toute leur bonne volonté, malgré toute leur énergie, s'ils n'arrivent pas à en faire un business model qui fait que ce produit va marcher et va leur permettre de subvenir à leurs besoins et scaler ce produit à un niveau que ça rapporte, toutes ces innovations vont mourir. Et ce qu'on se rend compte de plus en plus dans l'écosystème sous-régional, même au Sahel, c'est les mêmes problématiques qu'on rencontre, c'est les mêmes besoins. Et parfois, on se dit en tant qu'incubateur ou structure d'accompagnement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, nous, pour qu'ils accèdent peut-être à un marché plus grand. Parce que tant que leurs innovations et leurs produits auront un tout petit marché, ils ne pourront pas pouvoir faire cette économie d'échelle, ils ne pourront pas faire ce leapfrog qu'on voudrait qu'ils fassent, ils vont passer tout le même temps à refaire les mêmes innovations et il n'y aura pas peut-être d'impact in fine parce qu'eux tous passent beaucoup de temps rien qu'à faire un prototype de leur produit. L'accès au marché est un autre problème. Donc nous, parfois, ce qu'on essaie de faire, c'est quand on voit en tout cas des startups, on les essaie de les positionner en tout cas sur une chaîne de valeur pour qu'il y ait quand même une sorte de flux qui ne permette pas à chacun de recréer toute la roue et faire en sorte que ça s'imbrique et que ça donne quelque chose. Donc nous, par exemple, en Mauritanie, l'une de nos compétitions qu'on avait fait, on avait essayé d'accompagner plein de gens, voulaient faire quelque chose dans l'industrie laitière. Et on s'est dit, mais il y a la phase de collecte, il y a la phase de traitement, il y a la phase de transformation, la phase de distribution. Et très souvent, on rencontre que les entrepreneurs, ils veulent faire tout le chaînon. Et ce n'est pas viable et ils n'ont pas les ressources. Et nous, on essaie d'organiser un peu tout ça.
et de les accompagner dans la partie business. Et surtout, nous, ce qu'on milite, et rôle de plaidoyer auprès des organismes publics, auprès de l'État, le patronat, la chambre de commerce, pour aussi les faciliter dans tout ce qui est peut-être approvisionnement et distribution, comment mutualiser toutes ces ressources-là pour en fait que l'entrepreneur ne soit pas seul dans toute cette longue aventure difficile. Et quelle place tu accordes? Alors, on applaudit Mariam, d'abord. Et quelle place tu accordes à l'entrepreneuriat des femmes mauritaniennes, l'entrepreneuriat féminin? Étant toi-même une entrepreneure femme. Oui. Bon, c'est une question un peu difficile parce qu'on a différents types d'entrepreneurs femmes mauritaniennes. Toutes les femmes, j'ai envie de dire, mauritaniennes sont des entrepreneurs. Hein. Ça, il faut qu'on le dise. Mais à différentes échelles. Nous, ce qu'on essaie de pousser à Hadina, parce qu'on les a déjà trouvés sur place, hein, on ne vient pas venir faire... nous ne sommes pas les premières, nous ne sommes pas pionnières. On a trouvé des personnes avant nous qui faisaient déjà beaucoup de choses. Juste pour citer, par exemple, la première dame mauritanienne, qui est une Française d'ailleurs, la femme de feu Mokhtar Ould-Daddah, qui a travaillé avec beaucoup d'autres femmes mauritaniennes, la première femme ministre Aïssata Kane, qui est décédée l'année dernière. Elles ont vraiment milité pour beaucoup de choses. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on apporte avec notre génération, Zainabou qui est là, Aïssata et d'autres, c'est dire... Elles font beaucoup de trade, beaucoup de commerce et soutiennent leur famille. Et c'est vraiment elles qui poussent l'éducation de leurs enfants, qui essaient de militer pour ça. Mais c'est de leur dire, amenons l'entrepreneuriat à un différent niveau. Parce qu'aujourd'hui, quand on va regarder les industriels ou quelque chose d'un peu plus technique, on ne trouve pas de femmes. Et pourtant, elles sont beaucoup au bas de l'échelle, dans les AGR, les coopératives, les titres transformation, le commerce, et c'est elles qui font l'import-export. Mais quand il s'agit de faire des entreprises un peu plus, qui créent plus de valeur, on va dire, dans la chaîne de valeur ou industrielle, on ne les retrouve pas, pour plusieurs raisons. L'accès au financement, parce que nous avons quand même des banques qui donnent la plupart du temps de l'accès au financement à un certain groupe, et la crédibilité est plutôt donnée aux hommes, j'ai envie de dire. Et aussi, elles ne se permettent pas d'aller dans ce type de métier-là. Donc nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Eux, ils peuvent le faire, nous aussi, on peut le faire parce que, ils ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de femmes mauritaniennes qui sont très, très riches, qui ont accumulé de la richesse par différents moyens dans leur commerce ou d'autres, mais elles ne vont pas dans ce type de métier-là ou dans ce type d'industrie. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de pousser, soit en faisant des compétitions où on pousse un peu l'entrepreneuriat féminin jeune, la plupart du temps, et on se dit que ça va marcher au fur et à mesure. Et aussi, on travaille sur un volet qui est un peu qui est plus sensibilisation, éducation pour les jeunes filles. Je pense que Zainabou en a parlé un peu hier, pour leur donner la possibilité d'imaginer eux-mêmes des métiers qu'eux pourront faire, qui sont peut-être parfois très masculins, dans la tech surtout, et parfois aussi dans d'autres domaines. Merci beaucoup. On applaudit Mariam. Il faut relayer tout ça. Sur Twitter, il faut relayer cette parole parce qu'on n'entend pas beaucoup. Et c'est vraiment le terrain qui s'exprime, c'est la tradition à Emerging Valley. Le deuxième jour, l'ouverture, c'est la parole aux startups sans filtre. Merci, on les applaudit tous. Isaïe, Youssouf, Mariam, Yaya, Corinne, merci à vous. Merci encore pour vos témoignages et pour votre courage et pour votre folie aussi, parce qu'il faut être vraiment fou pour faire ce que vous faites. Ça, bravo pour la persévérance. Merci à vous. On va faire une petite photo, la photographe. Julie.